Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être présents aussi nombreux pour cette séance Les grandes tendances d'évolution du secteur du logement. Pour la 4e année, la direction de la maîtrise d'ouvrage et des politiques patrimoniales de l'USH a fait le choix de vous présenter les tendances du pavillon. Une courte séance d'une trentaine de minutes qui va nous permettre de vous présenter 6 à 7 thématiques que nous considérons comme structurantes pour le secteur HLM et impactantes pour l'activité des bailleurs, que ce soit dès aujourd'hui ou à court terme. L'ensemble de l'équipe de la direction de la maîtrise d'ouvrage des politiques patrimoniales se joint à moi pour faire ces tendances. Et cette année, une nouveauté, nous sommes accompagnés des autres directions de l'USH. Et pour cette séance de mardi, Benoît Guincelet de la direction juridique pour vous présenter différentes thématiques. Donc on va se relayer pour parler adaptation au changement climatique, achat vertueux, syndic HLM, décarbonation, l'ensemble de ces différents sujets qui vont impacter vos pratiques. On présentera également les actions mises en œuvre par l'USH pour vous apporter une réponse à ces problématiques et on va vous accompagner dans ces tendances métiers. Cette séquence, elle va être reproduite demain à 9 h et à 14 h et une dernière fois jeudi à 9 h. Donc je passe tout de suite la parole à Rémi pour le premier sujet. Merci Alban. Merci Alban. Alors, il semble presque impossible de sortir le diagnostic de performance énergétique, le DPE, nos tendances au pavillon ces dernières années, tant finalement il a pris de l'ampleur dans vos politiques patrimoniales et vos stratégies d'organisme. On est passé d'un simple outil indicatif fourni aux usagers à vraiment un outil et une boussole de la réhabilitation des bâtiments. Or, cette boussole a la fâcheuse tendance de changer régulièrement de nord et donc qui rend impossible l'établissement d'un cap cohérent sur le long terme. Historiquement, la performance énergétique des bâtiments, ou plutôt surtout même la performance énergétique des bâtiments, était quasiment exclusivement pilotée par par la réglementation sur le neuf. Donc, toutefois, un des gros problèmes de ces stratégies qui s'attaquent au sujet par le neuf, c'est que ça ne permet que des transitions lentes du parc et une adoption lente des nouvelles pratiques. Donc, finalement, à cause des nouvelles crises qu'on a connues plus récemment, il y a eu un besoin d'accélérer la tendance et la décarbonation et la réduction de la consommation énergétique dans les bâtiments. Et donc est entrée dans l'arène la loi climat et résilience, qui, comme vous le savez, vise une sortie progressive et même rapide des bâtiments et des logements les plus consommateurs d'énergie dans le parc résidentiel. On est déjà sur les étiquettes G en 2025, on basculera sur les étiquettes F en 2028 et E en 2034. Et donc finalement, on a quitté une vision d'une sortie progressive et lente des étiquettes, ou plutôt des bâtiments les plus consommateurs d'énergie, à un besoin d'éradication des bâtiments les plus consommateurs et émetteurs de gaz à effet de serre. Et donc le carbone rentre via cette porte dans la course à la décence énergétique et carbone des logements. Et donc la question ne vient plus seulement de cibler ces bâtiments et comment les cibler. Puisque en fait, les modes d'intervention, si on souhaite s'attaquer plutôt à l'énergie ou plutôt au carbone, ne sont pas forcément les mêmes. Et donc au sein de votre parc, malheureusement, c'est des ensembles qui sont régulièrement disjoints. Et donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux travailler plutôt via la porte composant? Est-ce qu'on est plutôt sur des réhabilitations, et donc des réhabilitations globales de l'enveloppe? Est-ce qu'on s'attaque à un changement de vecteur? Est-ce qu'on doit faire les deux en même temps? Est-ce qu'on peut faire l'un puis l'autre? Mais à ce moment-là, dans quel ordre? Est-ce qu'on préfère d'abord accentuer la part énergie ou la part carbone du sujet? Et donc, finalement, ça contribue à brouiller l'ensemble des cartes au sein de vos stratégies. Et donc, décarbonation, si on veut... décarbonation, pour rentrer dedans, le DPE, c'est un outil qui semble, en tout cas qui nous semble d'une certaine manière cohérent si on veut traiter, ou en tout cas lancer un mouvement, l'ensemble à l'échelle nationale sur le parc, via une porte conventionnelle, puisque comme ça on attaque un peu l'intrinsèque, mais finalement, ça a vraiment le plus de sens pour nous via la porte énergie, puisque une fois qu'on s'intéresse à l'objectif de long terme, qui est la décarbonation du parc, la décarbonation, le climat et vos locataires, ils ne se soucient pas du conventionnel. Ce qui les intéresse, c'est le réel. C'est les kilowattheures qu'on mettra au bout et c'est les tonnes de CO2 qu'on met au bout. Et donc finalement, nous, on trouve que l'outil DPE va montrer ses limites dans la phase qui va succéder à la course à la décence, qui est l'atteinte de la neutralité carbone et l'adaptation au changement climatique sur laquelle on va pouvoir revenir. Et donc, ce besoin de transiter ou se diriger vers du réel, on commence à la retrouver chez certains de vos partenaires. Et on peut citer de manière comme ça un peu pratique
les prêts de la Banque des Territoires qui envisagent des bonifications sur le constat d'économie réelle constatée après travaux. Et donc, en résumé, vous êtes face à une boussole obligatoire qu'est le DPE, qui malheureusement est déboussolé. Vous avez besoin d'une cohérence et d'une action sur le temps long. Et donc, nous, au niveau de l'Union, on va tâcher d'essayer de remagnétiser cette boussole et vous redonner la visibilité sur le long terme et peut-être nous permettre de transiter ensemble vers quelque chose qui vous a toujours beaucoup plus parlé, le réel. Et donc, parmi les actions qui ont été menées déjà au sein de l'Union, on va retrouver tout le travail qui a été mené sur les évolutions des différents dispositifs réglementaires ou pararéglementaires. Il y a tout ce qui va tourner également aussi autour de l'évolution des dispositifs de financement qui envisagent de plus en plus également d'aller vers le réel. Et clairement, le travail ne s'arrête pas là puisque bon nombre de ces dispositifs appellent à d'autres évolutions à court terme. Je passe la parole à mon voisin de table. Oui, merci Rémi. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler de commandes publiques et de vos achats, puisque l'année 2026 va marquer un tournant, notamment en matière d'achat durable, puisque la loi climat et résilience, dans son article 35, traduit dans le Code de la commande publique, va être pleinement applicable à compter du mois d'août 2026. Il va falloir, pour chaque marché, intégrer des considérations environnementales à tous les stades de la procédure, pour toute nature d'achat, les fournitures, les services, les travaux. Vous achetez une caisse de vin, il va falloir intégrer des considérations environnementales. Une prestation de diagnostic immobilier, il va falloir intégrer des considérations environnementales. Des travaux, évidemment, peut-être plus facile à le faire que les exemples que j'ai cités précédemment. À toute échelle de procédure aussi, petit montant d'achat comme gros montant d'achat dans les procédures les plus formalisées. Donc c'est vraiment quelque chose que vous faites déjà de manière volontariste et on a l'observation dans le secteur HLM de très bonnes pratiques en matière d'intégration et de considérations environnementales et de considérations sociales dans vos achats. On va simplement passer du volontarisme à un caractère impératif. Alors, une petite nuance sur les considérations sociales, puisque ce sera uniquement en procédure formalisée, il y aura un côté encore dérogatoire. Mais sur l'aspect environnemental, vraiment, tous les stades de l'achat sont concernés, de la définition du besoin, dans vos contrats, dans les DCE et aussi dans les critères d'attribution du marché. Il n'y a pas un marché public ou privé soumis au Code de la commande publique attribué par vos organismes à compter d'août 2026 qui va échapper à cette obligation. Comme je l'ai dit, vous le faites déjà très bien, on va le faire à grande échelle. On va essayer de vous accompagner au mieux au niveau des directions de l'USH pour pouvoir adapter vos processus et surtout trouver des solutions dans des marchés pour lesquels ce n'est pas complètement inné d'intégrer ce type de considération dans la commande. Voilà. 22 août 2026, tous les marchés qui sont lancés à compter de cette date devront intégrer ces considérations durables à toutes les échelles du marché. Je passe la parole à Alexandre, à mes côtés. Merci. Donc moi, je vais vous parler d'adaptation au changement climatique. Donc pourquoi on va parler aujourd'hui d'adaptation au changement climatique? Parce que quand on pense souvent au changement climatique, on pense souvent aux économies des énergies, aux émissions de gaz à effet de serre. Mais pour nous, le parc HLM qui loge 10 millions de personnes, il y a un autre enjeu. C'est l'adaptation des bâtiments à tous ces risques climatiques. Parce qu'aujourd'hui, les inondations, les canicules, le retrait de gonflement des argiles, tous ces aléas, ce sont plus seulement des aléas exceptionnels, mais ce sont des événements qui sont de plus en plus fréquents et récurrents et qui vont être de plus en plus intenses. Et dès demain, il faudra qu'on soit en mesure d'agir et d'y répondre. Donc, au-delà de la performance énergétique, les logements sociaux, les organismes de logements sociaux et le logement social dans son ensemble doivent être en mesure de répondre à ces enjeux, à la fois en termes de construction de bâtiments, de rénovation, mais aussi de gestion du parc au quotidien.
On est plus sur un enjeu à la fois de confort, mais aussi de sécurité, et aussi sur un enjeu économique, comme je le démontrais. Donc l'Europe a mis en place une taxonomie verte qui inclut aussi un volet adaptation au changement climatique. Et concrètement, pour une opération, ça veut dire qu'elle doit être en mesure de à la fois identifier les enjeux, les risques climatiques auxquels elle est exposée, mais aussi de définir un plan d'action et d'adaptation à ces enjeux. Et aujourd'hui, nous, côté USH et en partenariat avec la Banque des Territoires, on a publié un rapport qui détaille les impacts de 10 aléas, les impacts de la taxonomie européenne, pour les opérations HLM. Et dès octobre 2025, la Banque des Territoires demandera systématiquement ces informations pour toute demande de prêt, donc que ce soit en construction ou en réhabilitation. Aujourd'hui, ça n'a pas d'incidence sur le conditionnement d'un financement, mais demain, ce n'est pas impossible que ce soit le cas. Donc il y a aussi un autre volet au-delà de la taxonomie européenne, c'est cet enjeu de diagnostic, parce que pour pouvoir, il faut d'abord identifier ces aléas climatiques. On a quelques outils qui existent déjà. On a notamment la plateforme PrioRéno Logement Social qui a été développée par la Banque des Territoires. Et c'est justement cette plateforme qui met gratuitement à disposition à l'ensemble des organismes une évaluation de 10 aléas climatiques, justement, avec une projection à hauteur 2030, 2050 et 2100. Et ce travail, on va le compléter à moyen terme avec un guide, une étude qui va être menée conjointement par nous, l'USH et encore une fois la Banque des Territoires, pour développer un cadre méthodologique commun au monde HLM et pour pouvoir évaluer la fragilité et la vulnérabilité des bâtiments, donc au changement climatique. L'idée, c'est aussi de développer un cadre méthodologique commun pour les organismes HLM, mais aussi d'avoir un langage commun avec à la fois les acteurs financiers et aussi les assureurs. Donc il y a un autre aspect, c'est qu'au-delà du risque, on doit aussi être en mesure de répondre. Après avoir diagnostiqué, il faut être en mesure de réaliser des travaux qui permettent d'assurer une adaptation des bâtiments. À l'heure d'aujourd'hui, on a déjà des solutions simples que de nombreux organismes HLM mettent en place et qu'on peut retrouver dans des plateformes, notamment des plateformes qui répertorient différents retours d'expérience comme le Lab Habitat de l'Union sociale pour l'habitat que vous retrouvez sur notre site. Donc par exemple, on peut protéger des façades avec des brise-soleil, on peut travailler autour de la végétalisation des cours, on peut aussi désimperméabiliser les parkings pour être mieux en mesure d'absorber les eaux et donc réduire ces risques. Mais parfois, on a aussi la nécessité de mettre en place des actions lourdes. Et c'est pour ça qu'on a des organismes de type, par exemple, comme SAFE RGA, qui va explorer des solutions de prévention face au sol argileux. On a aussi Reloptim, qui étudie la question de la surchauffe estivale. Et en fait, ces différents travaux nous permettront à terme d'avoir des référentiels communs pour répondre à chaque type de risque. Il y a un enjeu qui est forcément essentiel, c'est aussi la question du financement. Et malheureusement, aujourd'hui, il n'existe pas forcément de financement spécifique aux travaux d'adaptation au changement climatique. Pour autant, la Banque des Territoires a une enveloppe de 3 millions d'euros de crédits dédiés à l'ingénierie des organismes pour cofinancer leur diagnostic, mais aussi leur plan d'adaptation au changement climatique. Bon, ça reste un début et c'est pas suffisant, mais on peut espérer qu'à terme, on aura d'autres outils qui vont se développer, comme ça a pu être le cas avec Seconde Vie. Et demain, un autre chantier qui va s'ouvrir aussi, c'est la possibilité d'évolution des DPE. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi un volet confort d'été dans le DPE, mais qui est assez sommaire et qui se limite à 3 smileys. Donc alors que demain, on pourra espérer avoir un indicateur chiffré, donc en degrés heure, à l'instar de ce qui peut se faire pour la RE 2020. Et cela nous permettra d'avoir une réalité visible en fait, sur ces enjeux de surchauffe et de pouvoir mieux piloter les travaux de rénovation notamment. Et il y a la question aussi de l'assurabilité. Parce qu'aujourd'hui, le coût des catastrophes naturelles, il est de 6 milliards contre 1,5 milliard dans les années 80. Et forcément, ça va avoir un impact mécanique sur les primes d'assurance. Et du coup, l'adaptation, ce n'est pas une option en fait, c'est une condition de soutenabilité financière. Donc aujourd'hui, l'adaptation au changement climatique, c'est un impératif pour les organismes HLM. Le bâtiment d'aujourd'hui, ça doit être un bâtiment construit ou rénové qui est sobre en énergie, mais aussi
capable de résister aux aléas climatiques parce que sinon ce sera un bâtiment fragile de demain. Et c'est pour ça que chaque organisme HLM doit prendre en compte ces questions dans ses PSP. C'est important pour équilibrer pour nos locataires, mais c'est aussi important pour équilibrer pour l'équilibre financier de nos structures en fait. Et cette question de l'adaptation au changement climatique, elle sera mieux traitée tout de suite après, donc à 14h30 avec la rencontre professionnelle, l'adaptation du patrimoine d'aujourd'hui au risque climatique, qui est pilotée par Paul Saraïs et Jérémy Ferrari. Et elle sera aussi traitée sur cet espace du pavillon demain matin, de 9h30 à 11h. Et je passe la main à Yvan Frelet. Merci Alexandre. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais vous parler d'actualité réglementaire qui est plutôt riche en cette rentrée. On va commencer par la 2G et la 3G, si ça passe. Non, c'est... Ah oui, d'accord. On va passer rapidement sur la taxonomie. Voilà. Et les impacts réglementaires. Donc, on va reprendre sur la 2G, 3G. C'est un sujet qui avait déjà été évoqué un petit peu l'année dernière au Congrès, lorsqu'on avait parlé des contrôles d'accès et du VIGIC. On avait abordé ce sujet de 2G, 3G, qui se précise beaucoup plus maintenant. Les opérateurs téléphoniques ont donc décidé d'éteindre la 2G et la 3G, avec des impacts pour vous bailleurs, que ce soit les contrôles d'accès, on en a parlé, les systèmes d'alarme, la télésurveillance et la téléalarme des ascenseurs. Vous voyez à l'écran le calendrier en fonction des opérateurs, en sachant que la région sud-ouest sera la première concernée, avec un impact dès mars 2026. Face à ces échéances, le ministère du Logement a décidé des évolutions réglementaires, est en train d'en discuter notamment avec nous, avec notamment une demande d'information aux bailleurs par les ascensoristes dans le cadre des contrats d'entretien. Et puis une mise à niveau de l'équipement lors du contrôle technique qui est quinquennal, qui est tous les 5 ans. L'USH, du coup, est en train de lancer une étude sur les ascenseurs au 4e trimestre. Et si vous souhaitez participer au groupe de travail ou fournir des informations ou être demandeur d'informations, vous avez un QR code sur lequel vous pouvez vous connecter et renseigner vos informations. Autre sujet qu'on échange avec la DHUP, c'est le RPLS, notamment sur la partie accessibilité. Le président de la République a souhaité une meilleure identification des logements accessibles, d'où une modification à venir du RPLS. Actuellement, sont renseignés uniquement l'accessibilité des utilisateurs de fauteuils roulants. À l'avenir, on renseignera également le handicap sensoriel et le handicap auditif. Actuellement, les discussions sont encore en cours avec la DHUP, mais on prend les devants et on va réaliser un guide là, au cours du 4e trimestre. Donc de la même manière, on vous propose avec un QR code de pouvoir participer au groupe de travail et également de pouvoir poser vos questions sur l'accessibilité et comment mieux coter votre parc. J'ai d'autres sujets, j'ai la sécurité incendie notamment, en commençant par l'habitat inclusif. Un décret et un arrêté sont sortis au mois de juin dernier avec des impacts. Il faut savoir que ça sera applicable à partir du 1er janvier 2027, mais à l'entrée de l'occupant et non comme on l'a habituellement au dépôt de permis de construire. Donc une vigilance à avoir sur vos opérations en cours, notamment en cours de chantier. Si vous dépassez le 1er janvier, vous aurez des impacts plus importants, vous le voyez à l'écran. Je vous laisse prendre des photos avant de passer à la slide d'après. On a le stationnement aussi. Alors c'est un sujet qui est lié aux IRVE, aux voitures électriques, qui pousse les services de secours à se reposer des questions sur la réglementation incendie dans les parcs de stationnement en sous-sol. Donc là encore, l'USH participe au groupe de travail et nous tiendrons informés des modifications de la réglementation à venir. Dernier sujet, c'est la sécurité incendie des constructions bois. Là encore, vous avez à l'écran un certain nombre de points qui sont soulevés. Les premiers textes devaient sortir cet été. Ils sont repoussés au mieux à la fin de l'année, avec une application à venir, je pense, l'année prochaine. Et enfin, un dernier sujet qui n'est pas vraiment un sujet réglementaire, mais on souhaitait quand même vous alerter sur les normes. Les normes ne sont pas d'application volontaire, mais quand vous les mettez dans vos CCTP, vous vous engagez à les respecter. Donc,
Un point d'attention et de vigilance, il faut savoir que l'USH participe à un certain nombre de commissions normatives sur les diagnostics immobiliers, notamment avec le plomb, avec l'amiante, sur le stationnement. On revient aussi aux dimensions de stationnement. C'est une norme qui a plus de 20 ans, donc elle est en train d'être vue. Et puis, on a une norme qui est ressortie récemment, qui est la mise aux normes des garde-corps. Et donc, cette norme est d'application depuis le 1er juin 2025 pour le dépôt de vos permis de construire. Donc là aussi, le point d'attention, c'est on avait un appui précaire qui était à 45 cm, ça passe à 60 cm, y compris en profondeur. Voilà. J'ai fini et je vais passer la main à Christelle. Bonjour à tous. Moi, je vais vous parler de copropriété, et notamment les copropriétés mixtes. Alors, pourquoi? Vous savez que depuis plusieurs années, les organismes HLM voient leur parc locatif se transformer, puisqu'environ 15% du parc HLM est géré en copropriété. Alors, c'est un chiffre qui peut atteindre parfois 40, voire 50% chez certains bailleurs. Et cette mutation accélérée par les politiques de vente, les politiques d'achat en VFA à des promoteurs et également les plans de relance publique, donc nous place face à un nouveau paradigme, celui donc du bailleur HLM copropriétaire. Alors ce changement de statut n'est pas du tout neutre pour le bailleur, il complexifie ses métiers, ses organisations et il crée une relation avec un acteur incontournable, le syndic. Alors, quels sont les défis à relever? Comment les bailleurs sociaux s'organisent-ils pour les surmonter? Donc, quand un organisme HLM devient copropriétaire, 5 grands enjeux émergent qui bousculent ces métiers, ces pratiques professionnelles. Tout d'abord, la gestion locative. En effet, comment éviter que la copropriété mixte ne devienne une passoire énergétique, faute de travaux votés en temps par les copropriétaires? Autre enjeu, celui de la maîtrise des charges locatives, puisque les locataires HLM en copropriété payent souvent des charges un peu plus élevées que dans les résidences 100% HLM. Donc comment tenter de les aligner alors que les bailleurs HLM n'ont plus la main sur les contrats de prestation? Troisième enjeu, c'est celui du rôle du bailleur dans la copropriété mixte. Est-ce que, par exemple, il doit être membre du conseil syndical? Quatrième enjeu, celui de la qualité de service rendu. En effet, comment offrir à ces locataires un niveau de service équivalent, comparable à celui dans les résidences 100% HLM, alors que les interventions dans les parties communes ne sont plus à la main du bailleur. Et enfin, cinquième enjeu, la relation bailleur-syndic. Et c'est un nouveau défi pour les bailleurs, parce que comment passer d'une logique de prestataire à un partenariat équilibré, alors que les organismes HLM doivent piloter des dizaines, voire parfois des centaines de syndics pour certains. Donc, vous voyez, ces enjeux ne sont pas théoriques, ils impactent directement les capacités des organismes HLM à remplir leur mission sociale dans un contexte de copropriété mixte. Alors, comment les organismes s'adaptent? Face à ces défis, les organismes se professionnalisent. 3 leviers sont actionnés. Tout d'abord, une organisation interne repensée, des outils adaptés et une appropriation du fonctionnement des copropriétés. Je vous en ai dit quelques mots concernant la relation bailleur-syndic, qui est vraiment un partenariat à construire. C'est quelque chose de nouveau dans la culture des bailleurs, car le syndic joue un rôle clé, car c'est lui qui assure la gestion quotidienne de la copropriété et l'exécution des décisions qui sont prises en assemblée générale. Donc bailleurs et syndic ont des attentes propres, comme par exemple côté bailleur, eh bien, celui-ci attend du syndic une réactivité, une transparence, une expertise patrimoniale pour anticiper les risques. Et côté syndic, celui-ci attend du bailleur qu'il soit un partenaire dans l'assemblée générale. Bailleurs et syndics se retrouvent sur nombreux sujets et tous ont une ambition commune, c'est d'assurer le bon fonctionnement de la copropriété au quotidien et sur le long terme. Alors, de façon très concrète, des solutions existent.
parce que dans les partenariats les plus aboutis, organismes, HLM et bailleurs ont formalisé des méthodes de travail avec à chaque fois la volonté d'avancer ensemble afin de faciliter le travail des collaborateurs. Alors, au sein de l'USH, nous avons mené plusieurs actions. En 2018, l'USH a créé un réseau métier national qui rassemble 2 à 3 fois par an une quarantaine d'organismes autour donc des enjeux de la copropriété, mais également de l'exercice du métier de syndic. Et depuis le début d'année, nous avons lancé une étude pour accompagner les organismes HLM qui sont impliqués dans les copropriétés mixtes afin de les doter d'éléments de méthode et d'outils pour gagner en efficacité opérationnelle. Et au premier trimestre 2026, un cahier repère sera produit. D'ailleurs, une rencontre professionnelle se tiendra demain à 16 h pour traiter de ce sujet. Et une autre séquence, jeudi à 14 h, parlera justement de la qualité du partenariat entre un organisme HLM et le syndic. Voilà, donc en conclusion, les copropriétés mixtes sont une opportunité de repenser les métiers chez les bailleurs et une occasion également de saisir cette chance pour innover en collaboration avec les syndics au bénéfice des locataires qui habitent ces copropriétés. Je laisse la parole. Merci Christelle. Et juste quelques mots sur l'eau pour terminer cette séquence. L'eau, comment la gérer? Donc l'accès à l'eau potable en fait devient de plus en plus un enjeu. Il y a le débit des fleuves qui se réduit d'année en année, les métropoles qui accueillent de plus en plus d'habitants, et donc certains permis de construire ne sont plus attribués si la ressource en eau n'est pas suffisante. Pour vous, bailleurs, il s'agit d'aménager autrement, d'économiser l'eau potable dans les logements, mais aussi de développer le recours à des eaux qui sont non conventionnelles, donc eau de pluie ou eau grise. Pour certains usages domestiques, on va le voir que c'est maintenant possible. Sur aménager autrement, ça passe par des choses que vous connaissez bien maintenant, qui sont la désimperméabilisation des sols, des revêtements de sols perméables, des cuves de récupération d'eau de pluie, des toitures végétalisées, des noues. Donc vous avez voilà, quelques exemples au départ. C'est une gestion naturelle de l'eau qui est en général moins coûteuse parce qu'il y a moins de tuyaux et qui amène aussi confort et qualité de vie aux habitants par la végétalisation. Cette gestion de l'eau, elle amène aussi des questions, notamment par exemple sur les terres argileuses, quid du RGA, ou sur des parcelles très exiguës, impossible de désimperméabiliser ou de développer des noues ou de mettre de la pleine terre. Donc là-dessus, je vous renvoie vers les agences de l'eau qui ont développé en fait une sorte de foire aux questions sous forme de 110 questions-réponses sur ces thèmes-là. Voilà. Deuxième sujet, c'est comment économiser l'eau à l'intérieur des logements. Là-dessus, il y a plusieurs leviers possibles. D'une part, c'est travailler sur la sobriété des usages, lutter contre la vétusté des réseaux, et ça en général, comme ils sont cachés, ils sont invisibles, ils ne sont pas toujours rénovés, il y a beaucoup de fuites. Et puis, c'est aussi avoir des solutions opérationnelles sur le comptage de l'eau, donc sur la donnée eau, mieux la gérer pour mieux la piloter. Donc le comptage de l'eau est un enjeu clé pour les bailleurs sociaux, pour les locataires aussi, parce qu'eux, ils ont envie de payer que ce qu'ils consomment. Donc voilà. Et la télérelève, elle est généralisée depuis une dizaine d'années. Ça a permis aussi de générer des économies d'eau. On travaille là-dessus avec la Banque des Territoires, Cap Fluid Consulting et le CSTB. La réglementation sur l'eau, elle a évolué. Et ce qui est important, alors il y a plusieurs choses. Il y a une concertation en cours sur la RE 2020, sur un indicateur ICO qui deviendrait réglementaire, sur un seuil de performance à ne pas dépasser en termes de consommation d'eau dans un logement neuf pour le seuil 2028. Et donc le premier seuil pourrait être atteint par des équipements hydroéconomes, mais le deuxième seuil, a priori, nécessiterait de recourir à des systèmes de récupération d'eau non conventionnels. Alors justement, c'est la troisième catégorie. Pour économiser l'eau potable, on peut valoriser des eaux grises ou des eaux de pluie, ce qui s'appelle maintenant les EICH, les eaux impropres à la consommation humaine, mais qui sont maintenant possibles pour un certain nombre d'usages. Donc ça fait partie
de l'arrêté de juillet 2024 qui remplace l'ancien arrêté de 2008 et qui encourage la réutilisation de ces eaux non conventionnelles pour les chasses d'eau, le lavage extérieur, donc des sols ou des voitures, l'arrosage des jardins, potagers ou espaces verts, et puis les fontaines. Là-dessus aussi, je suis intéressée par récupérer tous vos projets, expérimentations. On fait un petit panorama avec la Banque des territoires. Gérer le risque inondation, je passe, on en a parlé dans l'adaptation. Et puis, il y a aussi un enjeu de eau et décarbonation, parce qu'on a toujours l'indicateur CO2. Mais finalement, quand on chauffe l'eau, pour l'ECS par exemple, ça devient le premier poste de consommation énergétique et c'est une source de CO2. Voilà. Et sur toutes ces actions, on capitalise et on a lancé une action qui s'appelle le baromètre pour rendre visible tous vos efforts collectifs sur l'eau. Et je vous donne rendez-vous demain ici pour le résultat de l'édition 2025.